Madame, Monsieur, bienvenue dans la tribune du Parlement, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité parlementaire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au sommaire, chers téléspectateurs, une formation inédite pour révolutionner la gestion parlementaire. Députés, directeurs et chefs de service de l'Assemblée législative de transition ont bénéficié d'une session sur les méthodes modernes de gestion de projet. Une formation qui prépare déjà l'année 2026. Plus de détails dans un instant. La CGSH en première ligne de l'action humanitaire. Durant 5 jours d'ateliers intensifs, les membres de la commission ont renforcé leurs compétences pour mieux appréhender les enjeux liés aux catastrophes. Objectif, jouer un rôle plus actif et efficace dans la réponse humanitaire tout en accompagnant durablement le relèvement des communautés affectées. Au menu également cette semaine, focus sur le nouveau code des personnes et de la famille. Passé au crible par les députés, ce texte suscite d'espoir et marque une étape importante dans l'évolution du droit familial. L'honorable Linda Gladys Ouedraogo Kandolo nous livrera son éclairage sur les avancées notables. C'est l'un des temps forts de l'actualité parlementaire de la semaine. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous et merci de votre fidélité. Pendant 2 sessions intensives, députés, directeurs et chefs de service ont été initiés aux méthodes modernes de gestion de projets, de formulation d'activités pertinentes, d'élaboration d'indicateurs de performance et d'optimisation des budgets. Cette formation initiée par la direction de la prospective, du suivi, évaluation et des projets vise des résultats concrets dès 2026 et marque une évolution majeure dans la gouvernance parlementaire burkinabé. On fait le point avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. C'est une première dans la vie du Parlement burkinabé. Les acteurs de premier plan de la planification opérationnelle des actions de l'Assemblée législative de transition renforcent leurs capacités sur les outils de planification. Cette initiative, portée par la direction de prospective, du suivi, évaluation et des projets, vise à améliorer l'élaboration de documents de pilotage pour l'année 2026. Cette activité de formation est conforme à notre engagement de légiférer autrement. Elle est l'expression de notre volonté de renforcer l'efficacité du personnel parlementaire dans la conduite des actions de développement de notre institution. Au programme de cette formation, les formateurs ont présenté les outils de programmation, les techniques pour formuler des activités pertinentes et définir les indicateurs de suivi-évaluation efficaces. Les participants se sont également familiarisés avec les méthodes de budgétisation et la rédaction des rapports d'activité, des compétences essentielles qui ont visiblement satisfait les bénéficiaires. Cette formation est vraiment la bienvenue. L'Assemblée a la 2e année de mise en œuvre du programme d'activité. Donc c'est vraiment une première qu'une formation de ce genre soit administrée à l'ensemble des responsables des différentes structures de l'Assemblée législative de transition. Concrètement, cette session de formation s'est déroulée en 2 phases intensives de 72 heures chacune. La première a rassemblé les députés et les directeurs. La seconde était, quant à elle, dédiée aux chefs de service de l'Assemblée législative de transition. Une organisation qui permet de cibler précisément les besoins de chaque niveau de responsabilité. La Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire CGSH a tenu du 8 au 12 septembre dernier un atelier de formation sur l'évaluation des besoins post-catastrophe et crise. L'objectif était de permettre aux députés de mieux appréhender les enjeux liés aux catastrophes et de renforcer leur rôle dans la réponse humanitaire et le relèvement des communautés affectées. On en sait davantage dans ce reportage signé Anatona Koulma et Axel Nicole Yaro. Face à la multiplication des crises et catastrophes au Burkina Faso, la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, CGSH, a tenu un atelier du 8 au 12 septembre dernier pour former les députés à l'évaluation des besoins post-catastrophes et crises. L'atelier a
atteint ses objectifs parce qu'il nous a permis de renforcer les capacités des députés dans ce domaine et nous a permis de savoir quelle était la stratégie de relèvement élaborée par le gouvernement à travers le ministère de l'Action humanitaire. Le contexte national marqué par l'insécurité et les catastrophes récurrentes rend cette initiative particulièrement importante. Selon le CONASU, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées ces dernières années et beaucoup demeurent en situation de grande vulnérabilité. La formation nous a permis de voir quelles sont les faiblesses et quelles sont les forces et qu'est-ce que les députés à leur niveau peuvent avoir comme perspective pour permettre une bonne gouvernance pour la gestion des catastrophes et crises humanitaires et également comment financer les stratégies et programmes qui ont été élaborés pour un bon relèvement au niveau des victimes. À travers cette formation, la CGSH veut s'assurer que les parlementaires jouent pleinement leur rôle dans la prévention, la gestion des crises et le relèvement durable des communautés. Dans l'interview express de ce numéro, nous recevons l'honorable Linda Gladys Ouedraogo Kandolo, présidente de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains KJDH. Avec elle, nous échangerons autour de la loi portant code des personnes et de la famille. Quelles sont les innovations introduites par ce texte? Quel impact pour les populations? Éléments de réponse dans cet entretien mené par Axel Nicole Yaro. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame Yaro. La loi portant code des personnes et de la famille a été adoptée le 1er septembre 2025 au cours d'une séance plénière. Qu'est-ce qui a motivé l'examen et l'adoption de ce nouveau code? Après plus d'une trentaine d'années d'application, le code des personnes et de la famille de 1989 comportait des inadéquations et des insuffisances qu'il convenait de corriger. Il y avait aussi la nécessité de prendre en compte nos valeurs socioculturelles, notamment celles en lien avec la vie de couple, la protection de l'enfant, de la femme et de la jeune fille. Mais aussi et surtout, il fallait mettre le code en conformité avec les conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie. Je pense notamment à la Convention relative aux droits de l'enfant, mais aussi aux conventions des Nations Unies relatives au statut de l'apatride et à la réduction des cas d'apatride. Et quelles sont les principales innovations introduites par ce nouveau texte? Il y a de nombreuses innovations, mais celle qu'on peut retenir, c'est déjà concernant l'intitulé, la dénomination. On passe de ZATU à loi portant code des personnes et de la famille. Il y a le droit des pères et mères à être appelés à la succession de leurs enfants, en concurrence bien sûr avec les descendants et le conjoint survivant du défunt. Il y a l'interdiction formelle de l'homosexualité et des pratiques assimilées. Il y a l'élargissement des motifs de déchéance de la nationalité burkinabé. Il y a la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux. Mais pour que cette reconnaissance soit effective, il faut que ces mariages-là soient transcrits. Une autre innovation qui est importante, c'est qu'il y a un chapitre entier qui est consacré à l'apatride et à son statut. Et quel impact ce code aura sur les personnes et la famille? À notre avis, l'adoption du code des personnes et de la famille, en tenant compte de nos valeurs sociales, permettra en tout cas de mieux protéger la famille de façon spécifique, mais la société burkinabé de façon générale. Alors, et enfin, quelles recommandations ont été formulées au gouvernement pour assurer une mise en œuvre efficace de ce texte de loi? Alors, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains a recommandé au gouvernement déjà qu'il prenne des mesures pour pouvoir vulgariser le code
après sa promulgation pour pouvoir permettre en tout cas à la majorité de pouvoir comprendre les dispositions du code. Nous avons aussi recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour pouvoir rendre effectif la transcription des mariages coutumiers et religieux parce que c'est quelque chose qui est très attendu par les populations. Une autre recommandation, c'est concernant les conventions de financement. Nous avons demandé que le gouvernement puisse être regardant sur les conditionnalités qui sont comprises souvent dans ces conventions de financement afin de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de conditions qui fassent la promotion de l'homosexualité et des pratiques assimilées. Alors c'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Le vocat parlementaire de ce jour met en lumière l'un des principaux leviers du contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, le contrôle informatif. En quoi consiste exactement cet outil? Quels en sont les mécanismes? Le chef du service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honorable Bationo, nous apporte plus de précisions. Le contrôle de l'action du gouvernement constitue l'une des prérogatives constitutionnelles du Parlement. Ce contrôle est exercé par les députés à travers plusieurs mécanismes. Il s'agit du contrôle informatif et du contrôle politique. Pour le contrôle informatif, le mécanisme comprend les questions orales, les missions d'enquête parlementaire et les missions d'information. Les questions sont des demandes d'information que tout député peut adresser au gouvernement, soit au Premier ministre, soit au gouvernement, à laquelle le gouvernement doit apporter des éléments de réponse. Les questions au gouvernement sont classées en 3 catégories, à savoir les questions orales avec ou sans débat, les questions écrites et les questions d'actualité. Une autre forme du contrôle informatif est la commission d'enquête parlementaire. C'est un mode de contrôle du gouvernement qui permet aux députés de mettre en lumière des dysfonctionnements constatés dans une structure publique. Par le passé, le Parlement a fait parler de lui avec sa commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain ou encore la commission d'enquête parlementaire sur les mines et les sociétés minières. La troisième et dernière forme de contrôle informatif est la mission d'information. Les missions d'information qui sont assurées par les commissions générales de l'Assemblée assurent l'information du Parlement pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. En résumé, on retiendra que le contrôle informatif du gouvernement par le Parlement comprend les questions orales, les missions d'enquête parlementaire et les missions d'information. Voilà, on s'arrête là. Tout le plaisir a été pour moi et pour toute l'équipe de production de vous savoir nombreux à nous suivre. Merci pour votre aimable attention. Restez connectés à l'actualité parlementaire via notre site web www.alt.bf et sur nos autres plateformes digitales ou en captant la 89.7 FM, la voix du Parlement radio. À très bientôt.